Et puis il est parti. Il n'a pas fait de bruit, sans bruit, il a fait silence. Je savais que là, c'était mon jour qui était arrivé. Et ils sont restés là, ils ont fait quelques temps après. Ils ont regroupé les autres et puis ils sont partis. Mais j'attendais qu'ils partaient. Je suis resté silencieux jusqu'à la tombée de la nuit où je vais marcher dans la forêt jusqu'à sortir dans une zone derrière la prison civile où je vais croiser une famille. Et quand je suis arrivé, c'était vers les 4h05 par là. La femme que j'ai croisée, elle m'a vu en sang. C'est elle qui a essayé de me prendre et me donner les premières choses de secours. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il n'a pas voulu lui parler. Il a dit seulement, la seule chose que j'ai pu dire, elle lui a seulement dit que si je peux avoir un téléphone pour appeler. C'est tout ce que je lui ai dit. Et la dame, elle a exécuté. Elle m'a donné le téléphone, j'ai appelé mon père. Quand j'ai appelé mon père, dès que je lui ai dit que où je suis déjà mort. Mon père m'a dit de couper et de lui donner l'adresse où je suis. Il va venir là. Et ça a été fait. Mon père est venu. Dès qu'il est arrivé, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est de m'envoyer loin d'Abidjan, qui était à Beauville, dans un village de l'un de ses amis, qu'on appelle Mbérié. Ceux qui sont à Baie, ils peuvent connaître ce village. Le village s'appelle Mbérié. Il m'a envoyé en Mbérié, dans un campement, où les gens m'ont traité vraiment, ils ont pris du temps à me traiter. Parce que j'avais déjà perdu mes dents, et ma tête était fendue. Ici, le jour que je vais faire une vidéo, je vais montrer à papa, grand frère Soulé, il va voir la cicatrice qui est sur mon crâne. Et ils m'ont traité vraiment, plus du temps à me traiter. C'est après ça que mon père l'a tout fait pour me faire sortir de la Côte d'Ivoire, par la voie routière jusqu'au Mali. Arrivé au Mali, il m'a dit, si j'arrive au Mali, que je me sens pas en sécurité, d'aller plus loin que ça. Et arrivé au Mali, j'ai vu que là, ça m'arrangeait pas. Je suis allé du Mali, je suis allé au Sénégal. Je suis resté au Sénégal longtemps. Et j'ai constaté que au Sénégal, j'étais pas en sécurité. Et je venais à chaque fois dans une gare routière, à Dakar, qu'on appelle Boudou Pikine. C'est là que je partais souvent, m'asseoir souvent, parce que de l'Afrique. Et c'est comme ça que je vais chercher tous les moyens nécessaires, pas matériels, mais les moyens vraiment nécessaires, comment connaître la route, comment parcourir cette route pour sortir de là. Et j'ai fait cette route-là par le désert et arrivé en Algérie. J'ai vu que Algérie, c'était pas une zone qui pouvait me sécuriser. J'ai sorti de l'Algérie pour arriver en Tunisie. En Tunisie, j'ai passé un moment de la Tunisie. J'ai tenté à plusieurs reprises. Je ne sais pas si je peux expliquer. J'ai tenté à 2 reprises. J'ai fait 2 naufrages où on a perdu assez de vies. Et moi, j'étais parmi les survivants à 2 naufrages. C'est au 3e que je suis rentré. Et quand je suis rentré, pour vous parler que j'ai fait 2 ans, quelques mois sans parler, sans communiquer avec mon père ni mes parents. Parce que je voulais être en lieu sûr. C'est quand je suis arrivé en Italie que le premier réflexe qui m'est arrivé, j'ai appelé mon père pour lui dire, je suis arrivé, au moins j'ai quand même les 55% des garanties que je suis en sécurité. Mais en Italie, en fait, le portable que j'avais quand je voyageais, mon père m'a dit de ne pas avoir tout ce qui peut me compromettre. Donc, tout ça, j'ai laissé en cours de chemin. Même au Sénégal, j'avais pas de communication. Je suis resté sans communication jusqu'à ce que j'arrive en Italie, pour qu'en Italie, je puisse avoir la communication pour la première fois depuis que je quitte la Côte d'Ivoire.
Ouais, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça le récit. C'est pour dire à un moment que, qu'elle m'excuse beaucoup de lui avoir pas parlé si tôt. Mais ma vie était tellement en danger parce que, de toute façon, j'ai vu ces personnes-là, ils étaient vraiment prêts. Ils étaient vraiment prêts pour me ôter la vie. Ils savaient que partout, ils allaient me voir. Ils pouvaient même engager, devant que j'ai engagé 7 millions sans que ça ne discute. Ils savent qu'il peut payer quelqu'un pour me ôter la vie. Donc, j'ai voulu être d'abord en sécurité avant de parler. Et c'est comme ça, une fois, sur un live du grand frère Soulé, il y avait un truc qu'il débattait, et puis il a parlé un peu, il a attendu le nom, il a attendu le nom Chatal Fani. C'est là que j'ai dit, est-ce que ça, il parle de la maman Chatal Fani que je connais, et après j'ai constaté que c'était maman Chatal Fani. C'est là que j'ai dit, c'est que c'est une personne que je peux me confier pour lui parler. Parce que j'avais pas confiance à quelqu'un. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas eu confiance à quelqu'un jusqu'à ce que un jour, j'ai essayé de monter sur son live pour lui dire que je veux te parler, mais en fait, il n'a pas considéré puisqu'on se connaît pas vraiment. Il y a des personnes anonymes qui viennent saccager le live des gens. Donc, il m'a pas considéré. Là seulement, je peux dire que le grand frère a raison. La raison de ne m'avoir pris tôt. Et la dernière fois, je vois un live où j'attends, faut fuir. Et ce nom m'est revenu, son nom est revenu de là où, à la forêt, où le nom, j'ai attendu le nom, faut fuir à la forêt, où le monsieur aussi m'avait dit aussi que, est-ce que tu connais faut fuir qu'il peut te faire sortir de la Côte d'Ivoire sans aucun problème. C'est là qu'elle dit, ah, mais pourquoi est-ce que ne pas monter sur le live de cette dame, comme elle aussi, elle a de l'audience, peut-être qu'en parlant, quand je vais dire le nom de grand frère Soulé, il va venir peut-être. Et quand je suis monté sur le live, avant de faire le témoignage, j'ai dit que vraiment, il fait le témoignage pour que les gens attendent, mais la personne à laquelle je vais plus expliquer, c'est le grand frère Soulé. S'il n'est pas là, je ne vais pas donner tous les détails. Et effectivement, ça a pris un peu de temps. Grand frère est monté et il est monté au milieu de cette histoire et il a compris quand même la moitié et après je lui ai expliqué le reste. Donc c'est un peu ça le récit. Ça vous dit que Maman Chatal Fani, c'est une personne qui a la main sur le cœur. Et de façon, elle a la main sur le cœur, elle a des ennemis autour d'elle. Elle a des ennemis autour d'elle. Parce que je ne veux pas savoir que ce monsieur puisse savoir que moi je suis cuisinier. Je suis cuisinier. Comment est-ce qu'il va savoir que nous, qui sommes dans la voiture, en venant à Soindé, c'est la voiture là où le cuisinier se trouve. Si quelqu'un proche d'elle n'a pas donné tous les détails, je ne pense pas que ces messieurs-là puissent avoir quand même tous ces petits détails venant de la maison, venant de moi. C'est ce que moi j'ai analysé. Parce que c'est les personnes qui connaissent bien Maman Chatal Fani qui ont donné tous les détails pour dire que telle personne, c'est le cuisinier, tel étant, tel étant, pour qu'on puisse m'approcher. Pour qu'on puisse m'approcher. C'est ce que je pouvais dire. Hein. Parce que quand on va à Soindé, ce n'est pas écrit sur nos visages qu'on est cuisiné. Nous, on est dans la cuisine, on ne sort pas. Quand on vient, on donne la nourriture, on sert la nourriture sur la table. Puis c'est pas nous qui servons, il y a les gens qui envoient la nourriture. Nous sommes dans la cuisine. Et ceux qui rentrent dans la cuisine, c'est seulement maman, souvent maman, ou bien ses enfants viennent pour passer la commande, c'est tout. Sinon pour que les gens me connaissent, savoir que je suis cuisinier chez Maman Chatal Fani, si c'est pas ses proches, ou bien les personnes elle a peut-être, parce qu'elle a la main sur le cœur, donc elle se reproche rien. Donc ces personnes qui sont aux alentours d'elle là, et c'est qu'il y a quelqu'un qui a pu donner tous ces détails pour qu'on m'approche. C'est tout ce que je pourrais dire, grand frère. S'il y a des questions, je suis là. Merci. Merci beaucoup d'avoir relaté de façon claire, limpide, et ce que tu as relaté sur le panel de Clarisse. C'est ce que également tu as relaté avec moi en off. Et on a communiqué, je pense, 2 jours. Et donc aujourd'hui, il fallait que on vienne en public pour pouvoir, parce que moi aussi j'ai des questions à te poser. Voilà, publiquement. Et qui est Chatal Fani? Je vous la montre, c'est elle qui est là. Oui, on va récapituler, ne vous inquiétez pas. Elle est sénatrice, c'est elle qui est là.
Je vais vous mettre sa photo. Elle est sénatrice. Je vais vous mettre sa photo très rapidement, 2 secondes. Voilà, je vais mettre, voilà, je vais mettre comme ça. Là, on pourra bien la voir. Voilà, je vais changer, voilà, pour qu'on puisse bien la voir. Et lui, je vais le mettre en haut. Je vais changer avec KGB. Voilà, il est là. Voilà. Donc, c'est elle qui est là. Elle est sénatrice. Donc, c'est elle qui est là. C'est elle qui s'appelle Madame Chantal Fanny. Voilà, elle est sénatrice. Et c'est son histoire que nous sommes en train d'expliquer. C'est important. Vous voyez que tu sois de n'importe quel parti politique, on peut très rapidement nous déployer pour pouvoir mettre un sujet qui est important, qui est vital. Et nous sommes dans un sujet vraiment très délicat. Très délicat. C'est l'histoire de cette femme, sénatrice RHDP, qui a été victime d'une tentative, n'est-ce pas, et je le dis encore une fois de plus, d'assassinat de son enfant. Et je vais ici être très clair, c'est important. Il y a une photo qui a circulé à un moment donné, faisant cas que elle aurait eu un enfant avec le premier ministre Guillaume Tubafori Soro. Je vais vous montrer la photo. Cette photo-là, c'est important parce que nous sommes au courant de cette polémique inutile. Parce que les gens veulent... Voilà, c'est là. Je pense que j'avais envoyé la photo, là, j'avais mis ça ici. Voilà la photo. Elle est là. Je vais vous montrer la photo pour que... Regardez bien la photo. Attendez, je vais enlever l'image qui est derrière moi. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Il faut envoyer cette vidéo dans le compte Facebook, TikTok de Chantal Fanny. Vous lui envoyez ça. Il faut qu'elle vienne ici écouter. Il faut envoyer aux uns aux autres cette vidéo. C'est un monsieur qui a reçu 7 millions. Il était cuisinier. Et selon mes informations, à 100%, il n'y a pas frappé du sceau de la vérité. Il a effectivement travaillé chez elle. Il a été effectivement cuisiné chez elle. Et la perquisition, je vais rentrer dans certains détails tout à l'heure. Également, pourquoi l'enfant a été ciblé. Je vais vous expliquer. Et j'ai dit, j'ai fait mes enquêtes, ils sont dans mes réseaux, mais je peux... Je vais aller expliquer à maman. C'est juste, j'ai appelé maman, je l'ai appelé. Elle et moi, on a échangé un peu, elle m'a dit, viens à la maison. Mais je ne suis pas là, je suis en déplacement, mais viens à la maison. Et ce jour-là, je suis venu à la maison. Arrivé là, j'ai essayé de tout faire pour que le vigile puisse me faire rentrer. Il m'a pas fait rentrer. Je suis retourné. Je suis revenu une autre fois. C'est une autre fois où je venais chez maman que j'ai eu l'accident. Où je venais maintenant lui parler maintenant une autre fois. Où j'ai appelé mon second qui était là. Je l'ai appelé pour savoir un peu le programme de maman. Il m'a dit que maman est là. Quand elle a dit que maman est là, j'ai pris ma route, je venais. Avant d'arriver à la grotte, j'étais là, j'ai vu une voiture derrière moi. Chez moi, je me suis dit que c'est maman qui venait. Peut-être qu'elle m'a vu ils ont ralenti la voiture. À peine je vais arriver auprès de la vitre pour voir, je suis déjà dans la voiture. Le reste, je n'ai plus suivi. Comment ça s'est passé? Peut-être qu'ils m'ont drogué, je sais pas. Je me suis retrouvé, quelques temps après, dans un sous-sol, où j'arrive dans le sous-sol, où m'ont mis, il y avait déjà 2 personnes là-bas. J'étais déjà fatigué. J'ai fait 1 jour sans manger, 2 jours sans manger, 3 jours sans manger, parce que déjà, l'action qu'ils m'ont proposée, il me dit que peut-être, ça serait à mon tour. Donc, j'ai eu peur de ne pas manger. Mais 3 jours, j'ai commencé à m'affaiblir. Et quand j'ai envoyé la nourriture, 4e jour, j'ai mangé. J'ai fait 2 semaines dans ce sous-sol. Et une nuit, on nous a tous pris. On nous a pris, on nous a mis dans une voiture. Direction la forêt du Banco. En partant, moi, j'ai pas vu que c'est dans la forêt du Banco on partait. Mais c'est qu'on est arrivé à la forêt, où on nous a fait descendre. C'est là que j'ai su que j'étais dans une forêt. Mais il y avait une dizaine de personnes dans cet endroit. Il y avait une dizaine de personnes. On était 3 à venir ajouter la dizaine de personnes qui étaient là. Arrivé là, on nous a tous mis, on est tous en genoux, hein.
tous en genoux, les mains ligotées par derrière. Il y a une voiture qui est arrivée, une grosse voiture vite teintée qui est arrivée, et le monsieur est descendu avec ses gardes de corps. Et ils ont causé d'abord longuement avant de poser la question. On a posé la question qui est la personne qui a refusé de faire le travail qu'on lui a donné là. Et dès qu'on m'a indexé, il a fait signe de finir avec moi. Moi, le courage que j'ai eu, peut-être que si j'avais pas eu ce courage, je serais peut-être que mort. Donc, il y a eu le courage. Il dit, ça, avant qu'on me tire là-dessus, il faudrait que je fasse au moins quelque chose où je sais que j'ai lutté avant de mourir. Donc, je me suis levé de force. J'en parlais, peut-être que, cogner la personne, et puis peut-être là, les choses vont se passer. C'est à ce moment, avant que j'arrive à son niveau, il a senti que je venais de force, il a pris la calage. Il y a eu une perquisition à son domicile. Je vais vous épargner certains détails. C'est très important pour pas qu'on puisse remonter mes informateurs. C'est important parce que c'est très sensible, ça monte très haut. Donc c'était le 28 décembre. Effectivement, il y a eu des interventions de très haut niveau. Et n'oubliez pas que quand ils sont intervenus, ils ont fouillé partout comme il a dit. Mais ils n'ont absolument rien trouvé parce qu'ils trouvaient que elle aurait un enfant avec M. Guillaume Soro, donc elle cacherait des armes qui appartiendraient à M. Guillaume Soro pour faire un coup d'État. Est-ce que vous avez compris? Ils sont allés perquisitionner chez elle à domicile parce qu'ils ont dit, ils estiment qu'elle a eu ce qui est archi faux. Elle n'a jamais eu un enfant avec M. Guillaume Soro. Et donc, ils sont allés perquisitionner chez elle. Disant que... C'est pas là-bas? Donc, c'est ici, alors prends ici. Ok, vas-y, passe. Vas-y, passe. Merci. Désolé, les gars tapotent en attendant. Donc, ils sont allés perquisitionner chez elle parce que selon eux, elle aurait eu un enfant avec M. Guillaume Soro. On va avancer maintenant. Ils sont arrivés chez elle, ils n'ont absolument rien trouvé, même une aiguille, ils n'ont pas trouvé. Parce que, d'abord, l'enfant n'est pas l'enfant de M. Guillaume Soro. Elle a eu 3 enfants, mais les 3 enfants sont de même père. Oui, ces 3 enfants sont des garçons, ils sont de même père. Vous pouvez aller vérifier également, parce que moi je suis allé aux informations pour vérifier avant de venir avec lui devant vous. Elle a eu 3 enfants, ces enfants... Attends, je vais mettre sa photo. Je vais montrer la photo. Je vais mettre d'abord sa photo. Elle est là. Voilà. Elle a eu 3 enfants, même des mêmes pères. Et donc, je vais poursuivre toujours. Il y a un autre point que je vais maintenant expliquer. Vous devez être technique un peu. Concernant lui, pourquoi ils sont passés par lui? Primo, parce qu'ils n'ont pas découvert des armes chez lui. Et il a expliqué chez elle, il a expliqué que quoi? Que ils lui ont dit, ceux qui l'ont accosté lui ont dit, que mais est-ce que tu sais que elle est en relation avec Guillaume Soro?